Cinquième section. Recherches ultérieures sur la production de la plus-value. Chapitre 16. Plus-value absolue et plus-value relative. En étudiant le procès de travail sous son aspect le plus simple, commun à toutes ses formes historiques comme acte qui se passe entre l'homme et la nature, nous avons vu que, ouvrez les guillemets, si l'on considère l'ensemble de ce mouvement au point de vue de son résultat, du produit, moyen et objet de travail se présentent tous les deux comme moyens de production, et le travail lui-même comme travail productif. Note 1. Fermez les guillemets. L'homme crée un produit en appropriant un objet externe à ses besoins, et dans cette opération, le travail manuel et le travail intellectuel sont unis par des liens indissolubles, de même que dans le système de la nature, le bras et la tête ne vont pas l'un sans l'autre. À partir du moment cependant où le produit individuel est transformé en produit social, en produit d'un travailleur collectif dont les différents membres participent au maniement de la matière à des degrés très divers, de près ou de loin, ou même pas du tout, les déterminations de travail productif, de travailleur productif, s'élargissent nécessairement. Pour être productif, il n'est plus nécessaire de mettre soi-même la main à l'œuvre. Il suffit d'être un organe du travailleur collectif ou d'en remplir une fonction quelconque. La détermination primitive du travail productif, née de la nature même de la production matérielle, reste toujours vraie par rapport au travailleur collectif considéré comme une seule personne, mais elle ne s'applique plus à chacun de ses membres pris à part. Mais ce n'est pas cela qui caractérise d'une manière spéciale le travail productif dans le système capitaliste. Là, le but déterminant de la production, c'est la plus-value. Donc, n'est censé productif que le travailleur qui rend une plus-value au capitaliste, ou dont le travail féconde le capital. Un maître d'école, par exemple, est un travailleur productif non parce qu'il forme l'esprit de ses élèves, mais parce qu'il rapporte des pièces de 100 sous à son patron. Que celui-ci ait placé son capital dans une fabrique de leçons au lieu de le placer dans une fabrique de saucissons, c'est son affaire. Désormais, la notion de travail productif ne renferme plus simplement un rapport entre activité et effet utile, entre producteur et produit, mais encore et surtout un rapport social qui fait du travail l'instrument immédiat de la mise en valeur du capital. Aussi l'économie politique classique a-t-elle toujours, tantôt instinctivement, tantôt consciemment, soutenu que ce qui caractérisait le travail productif, c'était de rendre une plus-value. Ces définitions du travail productif changent à mesure qu'elles poussent plus avant son analyse de la plus-value. Les physiocrates, par exemple, déclarent que le travail agricole seul est productif. Et pourquoi ? Parce que seul il donne une plus-value, qui, pour eux, n'existe que sous la forme de la rente foncière. Prolonger la journée de travail au-delà du temps nécessaire à l'ouvrier pour fournir un équivalent de son entretien et allouer ce surtravail au capital, voilà la production de la plus-value absolue. Elle forme la base générale du système capitaliste et le point de départ de la production de la plus-value relative. Là, la journée est déjà divisée en deux parties, travail nécessaire et surtravail. Afin de prolonger le surtravail, le travail nécessaire est raccourci par des méthodes qui font produire l'équivalent du salaire en moins de temps. La production de la plus-value absolue n'affecte que la durée du travail. La production de la plus-value relative en transforme entièrement les procédés techniques et les combinaisons sociales. Elle se développe donc avec le mode de production capitaliste proprement dit. Une fois celui-ci établi et généralisé, la différence entre plus-value relative et plus-value absolue se fait sentir dès qu'il s'agit d'élever le taux de la plus-value. Supposer que la force de travail se paye à sa juste valeur, nous arrivons évidemment à cette alternative. Les limites de la journée étant données, le taux de la plus-value ne peut être élevé que par l'accroissement, soit de l'intensité, soit de la productivité du travail. Par contre, si l'intensité de la production du travail reste les mêmes, le taux de la plus-value ne peut être élevé que par une prolongation ultérieure de la journée. Néanmoins, quelle que soit la durée du travail, il ne rendra pas plus de plus-value sans posséder ce minimum de productivité, qui met l'ouvrier à même de ne consommer qu'une partie de sa journée pour son propre entretien. Nous sommes donc amenés à nous demander s'il n'y a pas, comme on l'a prétendu, une base naturelle de la plus-value. Supposez que le travail nécessaire à l'entretien du producteur et de sa famille absorba tout son temps disponible. Où trouverait-il le moyen de travailler gratuitement pour autrui ? Sans un certain degré de productivité du travail, point de temps disponible. Sans ce surplus de temps, point de surtravail et par conséquent point de plus-value. Point de produit net. Point de capitaliste. Mais aussi point d'esclavagiste, point de seigneurs féodaux, en un mot, point de classe propriétaire. Note 2. La nature n'empêche pas que la chair des uns serve d'aliment aux autres. Note 3.
De même, elle n'a pas mis d'obstacle insurmontable à ce qu'un homme puisse arriver à travailler pour plus d'un homme, ni à ce qu'un autre réussisse à se décharger sur lui du fardeau du travail. Mais à ce fait naturel, on a donné quelque chose de mystérieux, en essayant de l'expliquer à la manière scolastique par une qualité occulte du travail, sa productivité innée, productivité toute prête dont la nature aurait doué l'homme en le mettant au monde. Les facultés de l'homme primitif, encore en germe, et comme ensevelies sous sa croûte animale, ne se forment au contraire que lentement sous la pression de ses besoins physiques. Quand, grâce à de rudes labeurs, les hommes sont parvenus à s'élever au-dessus de leur premier état animal, que par conséquent leur travail est déjà dans une certaine mesure socialisé, alors et seulement alors se produisent des conditions où le surtravail de l'un peut devenir une source de vie pour l'autre, et cela n'a jamais lieu sans l'aide de la force qui soumet l'un à l'autre. À l'origine de la vie sociale, les forces de travail acquises sont assurément minimes, mais les besoins le sont aussi, qui ne se développent qu'avec les moyens de les satisfaire. En même temps, la partie de la société qui subsiste du travail d'autrui ne compte presque pas encore comparativement à la masse des producteurs immédiats. Elle grandit absolument et relativement à mesure que le travail social devient plus productif. Note 4. Du reste, la production capitaliste prend racine sur un terrain préparé par une longue série d'évolutions et de révolutions économiques. La productivité du travail, qui lui sert de point de départ, est l'œuvre d'un développement historique dont les périodes se comptent non par siècles, mais par milliers d'années. Abstraction faite du mode social de la production, la productivité du travail dépend des conditions naturelles au milieu desquelles il s'accomplit. Ces conditions peuvent toutes se ramener soit à la nature de l'homme lui-même, à sa race, etc., soit à la nature qui l'entoure. Les conditions naturelles externes se décomposent au point de vue économique en deux grandes classes. Richesse naturelle en moyens de subsistance, c'est-à-dire fertilité du sol, eau poissonneuse, etc., et richesse naturelle en moyens de travail, tels que chutes d'eau vive, rivières navigables, bois, métaux, charbon, et ainsi de suite. Aux origines de la civilisation, c'est la première classe de richesse naturelle qui l'emporte. Plus tard, dans une société plus avancée, c'est la seconde. Qu'on compare par exemple l'Angleterre avec l'Inde, ou, dans le monde antique, Athènes et Corinthe avec les contrées situées sur la mer Noire. Moindre est le nombre des besoins naturels qu'il est indispensable de satisfaire, plus le sol est naturellement fertile et le climat favorable, moindre est par cela même le temps de travail nécessaire à l'entretien et à la reproduction du producteur, et plus son travail pour autrui peut dépasser son travail pour lui-même. Diodore de Sicile faisait déjà cette remarque à propos des anciens Égyptiens. Ouvrez les guillemets. On ne saurait croire, dit-il, combien peu de peine et de frais il en coûte pour élever leurs enfants. Ils font cuire pour eux les aliments les plus simples et les premiers venus. Ils leur donnent aussi à manger cette partie de la racine du papyrus qu'on peut rôtir au feu, ainsi que les racines et les tiges des plantes marécageuses, soit crues, soit bouillies ou rôties. L'air est si doux que la plupart des enfants vont sans chaussures et sans vêtements. Aussi un enfant, jusqu'à sa complète croissance, ne coûte pas en gros à ses parents plus de 20 drachmes. C'est là principalement ce qui explique qu'en Égypte la population soit si nombreuse et que tant de grands ouvrages aient pu être entrepris. Note 5. Fermez les guillemets. C'est bien moins cependant à l'étendue de sa population qu'à la faculté d'en employer à des travaux improductifs une partie relativement considérable que l'ancienne Égypte doit ses grandes œuvres d'architecture. De même que le travailleur individuel peut fournir d'autant plus de surtravail que son temps de travail nécessaire est moins considérable, de même moins est nombreuse la partie de la population ouvrière que réclame la production des subsistances nécessaires, plus est grande la partie disponible pour d'autres travaux. La production capitaliste une fois établie, la grandeur du surtravail variera, toutes autres circonstances restant les mêmes, selon les conditions naturelles du travail et surtout selon la fertilité du sol. Mais il ne s'ensuit pas le moins du monde que le sol le plus fertile soit aussi le plus propre et le plus favorable au développement de la production capitaliste, qui suppose la domination de l'homme sur la nature. Une nature trop prodigue, ouvrez les guillemets, retient l'homme par la main comme un enfant en lisière, fermez les guillemets. Elle l'empêche de se développer en ne faisant pas de son développement une nécessité de nature. Note 6. La patrie du capital ne se trouve pas sous le climat des tropiques, au milieu d'une végétation luxuriante, mais dans la zone tempérée. Ce n'est pas la fertilité absolue du sol, mais plutôt la diversité de ses qualités chimiques, de sa composition géologique, de sa configuration physique et la variété de ses produits naturels qui forment la base naturelle de la division sociale du travail, et qui excite l'homme, en raison des conditions multiformes au milieu desquelles il se trouve placé, à multiplier ses besoins,
ses facultés, ses moyens et modes de travail. C'est la nécessité de diriger socialement une force naturelle, de s'en servir, de l'économiser, de se l'approprier en grand par des œuvres d'art, en un mot de la dompter, qui joue le rôle décisif dans l'histoire de l'industrie. Telle a été la nécessité de régler et de distribuer le cours des eaux en Égypte, note 7, en Lombardie, en Hollande, etc. Ainsi en est-il dans l'Inde, dans la Perse, etc., où l'irrigation, au moyen de canaux artificiels, fournit au sol non seulement l'eau qui lui est indispensable, mais encore les engrais minéraux qu'elle détache des montagnes et dépose dans son limon. La canalisation, tel a été le secret de l'épanouissement de l'industrie en Espagne et en Sicile sous la domination arabe. Note 8. La faveur des circonstances naturelles fournit, si l'on veut, la possibilité mais jamais la réalité du surtravail, ni conséquemment du produit net ou de la plus-value. Avec le climat plus ou moins propice, la fertilité de la terre plus ou moins spontanée, etc., le nombre des premiers besoins et les efforts que leur satisfaction impose seront plus ou moins grands, de sorte que, dans des circonstances d'ailleurs analogues, le temps de travail nécessaire variera d'un pays à l'autre. Note 9. Mais le surtravail ne peut commencer qu'au point où le travail nécessaire finit. Les influences physiques, qui déterminent la grandeur relative de celui-ci, tracent donc une limite naturelle à celui-là. À mesure que l'industrie avance, cette limite naturelle recule. Au milieu de notre société européenne, où le travailleur n'achète la permission de travailler pour sa propre existence que moyennant surtravail, on se figure facilement que c'est une qualité innée du travail humain que de fournir un produit net. Note 10. Mais comprenne par exemple l'habitant des îles orientales de l'archipel asiatique, où le palmier sagou pousse en plantes sauvages dans les forêts. Ouvre les guillemets. Quand les habitants, en perçant un trou dans l'arbre, se sont assurés que la moelle est mûre, aussitôt le tronc est abattu et divisé en plusieurs morceaux et la moelle détachée. Mêlée avec de l'eau et filtrée, elle donne une farine parfaitement propre à être utilisée. Un arbre en fournit communément 300 livres et peut en fournir de 5 à 600. On va donc là dans la forêt et on y coupe son pain comme chez nous on abat son bois brûlé. Note 11, fermez les guillemets. Supposons qu'il faille à un de ces insulaires 12 heures de travail par semaine pour satisfaire tous ses besoins. On voit que la première faveur que lui accorde la nature, c'est beaucoup de loisirs. Pour qu'il l'emploie productivement pour lui-même, il faut tout un enchaînement d'incidents historiques. Pour qu'il le dépense en surtravail pour autrui, il doit être contraint par la force. Si la production capitaliste était introduite dans son île, ce brave insulaire devrait peut-être travailler 6 jours par semaine pour obtenir la permission de s'approprier le produit d'une seule journée de son travail hebdomadaire. La faveur de la nature n'expliquerait point pourquoi il travaille maintenant 6 jours par semaine, ou pourquoi il fournit 5 jours de surtravail. Elle expliquerait simplement pourquoi son temps de travail nécessaire peut être réduit à une seule journée par semaine. Le travail doit donc posséder un certain degré de productivité avant qu'il puisse être prolongé au-delà du temps nécessaire au producteur pour se procurer son entretien. Mais ce n'est jamais cette productivité, quel qu'en soit le degré, qui est la cause de la plus-value. Cette cause, c'est toujours le surtravail, quel que soit le mode de l'arraché. Ricardo ne s'occupe jamais de la raison d'être de la plus-value. Il la traite comme une chose inhérente à la production capitaliste qui pour lui est la forme naturelle de la production sociale. Aussi, quand il parle de la productivité du travail, il ne prétend pas y trouver la cause de l'existence de la plus-value, mais seulement la cause qui en détermine la grandeur. Son école, au contraire, a hautement proclamé la force productive du travail comme la raison d'être du profit, lisez plus-value. C'était certainement un progrès vis-à-vis des mercantilistes qui, eux, faisaient dériver l'excédent du prix des produits sur leurs frais, de l'échange, de la vente des marchandises au-dessus de leur valeur. Néanmoins, c'était escamoter le problème et non le résoudre. En fait, ces économistes bourgeois sentaient instinctivement qu'il y avait péril grave et grave péril, pour parler le langage emphatique de M. Guizot, à vouloir trop approfondir cette question brûlante de l'origine de la plus-value. Mais que dire quand, un demi-siècle après Ricardo, M. John Stuart Mill vient doctoralement constater sa supériorité sur les mercantilistes en répétant mal les faux fuyants des premiers vulgarisateurs de Ricardo. M. Mill dit: la cause du profit, c'est le travail produit plus qu'il n'en faut pour son entretien. Jusque-là, simple répétition de la vieille chanson. Mais voulant y mettre du sien, il poursuit. Ouvrez les guillemets. Pour varier la forme du théorème, la raison pour laquelle le capital rend un profit, c'est que nourriture, vêtements, matériaux et instruments durent plus de temps qu'il n'en faut pour les produire. Fermez les guillemets.
Monsieur Mill confond ici la durée du travail avec la durée de ses produits. D'après cette doctrine, un boulanger, dont les produits ne durent qu'1 jour, ne pourrait tirer de ses salariés le même profit qu'un constructeur de machines, dont les produits durent une vingtaine d'années et davantage. D'ailleurs, il est très vrai que si un nid ne durait pas plus de temps qu'il n'en faut à l'oiseau pour le faire, les oiseaux devraient se passer de nid. Après avoir constaté cette vérité fondamentale, M. Mill constate sa supériorité sur les mercantilistes. Ouvrez les guillemets. Nous voyons ainsi, s'écrit-il, que le profit provient non de l'incident des échanges, mais de la force productive du travail, et le profit général d'un pays est toujours ce que la force productive du travail le fait, qu'il y ait échange ou non. S'il n'y avait pas de division des occupations, il n'y aurait ni achat ni vente, mais néanmoins, il y aurait toujours du profit. Fermez les guillemets. Pour lui, les échanges, l'achat et la vente, les conditions générales de la production capitaliste, n'en sont qu'un incident, et il y aurait toujours du profit, sans l'achat et la vente de la force de travail. Si, poursuit-il, les travailleurs d'un pays produisent collectivement 20% au-dessus de leur salaire, les profits seront de 20%, quel que soit le prix des marchandises. C'est d'un côté une la palissade des plus réussies. En effet, si des ouvriers produisent une plus-value de 20% pour les capitalistes, les profits de ceux-ci seront certainement au salaire de ceux-là comme 20 est à 100. De l'autre côté, il est absolument faux que les profits seront de 20%. Ils seront toujours plus petits parce que les profits sont calculés sur la somme totale du capital avancé. Si par exemple l'entrepreneur avance 500 livres sterling, dont 4/5 sont dépensés en moyens de production, 1/5 en salaire, et que le taux de la plus-value soit de 20%, le taux de profit sera comme 20 est à 500, c'est-à-dire de 4% et non de 20%. Monsieur Mill nous donne pour la bonne bouche un échantillon superbe de sa méthode de traiter les différentes formes historiques de la production sociale. Je présuppose toujours, dit-il, l'état actuel des choses qui prédomine universellement, à peu d'exceptions près, c'est-à-dire que le capitaliste fait toutes les avances y inclut la rémunération du travailleur. Étrange illusion d'optique de voir universellement un état de choses qui n'existe encore que par exception sur notre globe. Mais passons outre. Monsieur Mill veut bien faire la concession, ouvre les guillemets, que ce n'est pas une nécessité absolue qu'il en soit ainsi. Fermez les guillemets. Au contraire, ouvre les guillemets, jusqu'à la parfaite et entière confection de l'ouvrage, le travailleur pourrait attendre même le paiement entier de son salaire s'il avait les moyens nécessaires pour subsister dans l'intervalle. Mais dans ce dernier cas, le travailleur serait réellement dans une certaine mesure un capitaliste qui placerait du capital dans l'entreprise en fournissant une portion des fonds nécessaires pour la mener à bonne fin. Fermez les guillemets. Monsieur Mill aurait pu aller plus loin et affirmer que l'ouvrier, qui se fait l'avance non seulement des vivres mais aussi des moyens de production, ne serait en réalité que son propre salarié. Il aurait pu dire de même que le paysan américain n'est qu'un cerf qui fait la corvée pour lui-même au lieu de la faire pour son propriétaire. Après nous avoir prouvé si clairement que la production capitaliste, même si elle n'existait pas, existerait toujours, Monsieur Mill est assez conséquent en prouvant, par contre, qu'elle n'existe pas même quand elle existe. Ouvrez les guillemets. Et même dans le cas antérieur, entre parenthèses, quand l'ouvrier est un salarié auquel le capitaliste avance toute sa subsistance, il, entre parenthèses l'ouvrier, peut être considéré au même point de vue, entre parenthèses, c'est-à-dire comme capitaliste, car en livrant son travail au-dessous du prix du marché, il peut être considéré comme s'il prêtait la différence à son entrepreneur, etc. Note 12, fermez les guillemets. En réalité, l'ouvrier avance son travail gratuitement au capitaliste durant une semaine, etc., pour en recevoir le prix de marché à la fin de la semaine, etc. Et c'est ce qui, toujours selon M. Mill, le transforme en capitaliste. Sur un terrain plat, de simples buts font l'effet de collines. Aussi peut-on mesurer l'aplatissement de la bourgeoisie contemporaine d'après le calibre de ses esprits forts.